Dans ce laboratoire, on cherche à développer de nouvelles thérapies innovantes contre plusieurs cancers, dont le glioblastome, de manière à avoir des nouvelles stratégies de ciblage qui seraient potentiellement prometteuses pour la suite. Bonjour, je suis donc le docteur de Bernardi, neuro-oncologue au Centre Léon Pérard de Lyon. Et je prends en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales d'origine primitive et secondaire. Donc je suis médecin-chercheur, c'est-à-dire que je prends en charge des patients dans le cadre de mon activité clinique et puis aussi dans le cadre de l'inclusion dans des essais cliniques avec des nouveaux traitements, en tout cas soit des nouveaux traitements qu'on teste à un moment donné, soit des séquences de traitements innovantes. Et puis en parallèle de ça, je suis en train de préparer ma thèse de science de manière à avoir un projet translationnel, c'est-à-dire quelque chose qu'on puisse développer au laboratoire et qui puisse aussi s'implémenter dans le cadre d'essais cliniques pour qu'à terme les patients en bénéficient et qu'on trouve des nouveaux traitements. Et donc dans ce laboratoire, on cherche à développer de nouvelles thérapies innovantes contre plusieurs cancers, dont le glioblastome, de manière à avoir des nouvelles stratégies de ciblage qui seraient potentiellement prometteuses pour la suite. On a une molécule qui nous semble intéressante qui s'appelle le NP137, qui est une molécule développée dans ce laboratoire. Alors le NP137, donc c'est un anticorps monoclonal humanisé qui va aller cibler un ligand, donc une protéine qui s'appelle la nétrine 1, qui va venir en fait se fixer sur des récepteurs potentiellement de la barrière hémato-encéphalique, de manière finalement il y a une interaction qui se fait et qui permettrait d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. C'est aussi probablement un mécanisme de résistance des cellules de glioblastome qui vont, ça on l'a démontré, surexprimer la nétrine 1 de manière à s'auto-immortaliser, c'est-à-dire que ce ligand, la nétrine 1, se fixe sur leur propre récepteur pour induire un signal d'agressivité, de migration cellulaire tumorale au niveau du cerveau. Et donc, on pense, en tout cas c'est l'hypothèse qui est émise, que cibler la nétrine 1 pourrait limiter ses caractéristiques migratoires au niveau cérébral, en tout cas les ralentir. Il y a plusieurs projets qui se montent en parallèle et il y a un sous-projet particulier qui permettrait d'utiliser un outil d'intelligence artificielle de manière à détecter des structures qu'on appelle les structures lymphoïdes tertiaires, qui sont des relais, si vous voulez, du système immunitaire au niveau cérébral, et qui pourraient avoir un rôle finalement dans le fait que le glioblastome est une maladie qui répond peu à l'immunothérapie, avec un environnement cérébral aussi qui est dit immunologiquement froid, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'infiltration par les cellules lymphocytaires, par exemple. Et donc, cet outil d'intelligence artificielle pourrait permettre de mieux détecter ces structures, surtout de les détecter de manière plus rapide, parce qu'on sait que c'est un enjeu aussi pour les patients, le fait de pouvoir être inclus dans des essais cliniques rapidement, parce que la maladie peut progresser vite. Et donc, l'apport de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là, il est extrêmement intéressant. Et je pense que ça mérite vraiment d'être développé, à la fois pour l'inclusion dans les essais cliniques qui souhaiteraient par exemple évaluer les traitements d'immunothérapie, et à terme, si ça marche, dans la pratique courante. Moi j'accepte de témoigner parce que je pense que communiquer sur ces maladies c'est important, parce que c'est un moyen de communication directe aussi avec les patients et leurs familles, qui est accessible facilement. Et donc je pense que c'est important d'avoir une information par un professionnel de santé, qui a en plus la casquette de chercheur, et puis qu'il puisse y avoir un lien un peu plus direct avec les patients. Je pense que c'est important. Les associations de patients comme des étoiles dans la mer, ça nous aide à avoir un relais fiable dans l'information médicale. Ça nous aide aussi à pouvoir proposer des mises en lien de différents patients qui peuvent avoir des problématiques aussi dans leur quotidien qui ne nous soumettent pas forcément toujours. Et donc, je pense que c'est absolument nécessaire qu'on travaille avec ces associations et les patients sont très demandeurs aussi de ça, à la fois des essais cliniques et puis d'avoir des associations à qui parler. Et je veux juste finir sur une petite note d'espoir, parce que si on fait de la recherche, c'est qu'on y croit, évidemment, et qu'il y a des solutions qui vont apparaître, mais ça nécessite de s'y consacrer à fond.